1965, une robe entre sur un catwalk parisien. Rectangle rouge, bleu, jaune, séparé par des lignes noires épaisses. On a l'impression qu'un tableau de Mondrian s'est mis à marcher. C'est Yves Saint Laurent qui rend hommage au mouvement de style et d'un coup, la peinture devient vêtement. L'art et la mode ont toujours dialogué, mais parfois ce dialogue devient presque une fusion. Des créateurs s'emparent des formes, des couleurs et des idées des artistes pour en faire des vêtements vivants. Et quand on creuse, on se rend vite compte qu'ils racontent exactement la même chose. L'époque, ses rêves, ses excès et ses obsessions. L'un le fait sur la toile, l'autre sur le corps. Alors aujourd'hui, on va voir comment des grands mouvements artistiques ont influencé la mode, du surréalisme à l'art urbain, et pourquoi ces deux mondes ne se quittent jamais vraiment. Alors pourquoi la mode et l'art se parlent autant? Ce lien entre mode et art, il n'est pas anodin. Parce qu'au fond, tous les deux, ils partagent le même langage. Les formes, les couleurs, les volumes, les matières. Tous les deux traduisent un regard sur le monde. Et surtout, tous les deux cherchent à rendre visible ce qu'on ne voit pas toujours. Les idées, les émotions ou même les tensions d'une époque. La mode s'inspire de tout. De la société, de la politique, de la technologie, de l'architecture, de la nature et forcément de l'art. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette inspiration va dans les deux sens. Les artistes s'inspirent eux aussi de la mode, des silhouettes, des tissus, de la manière dont un vêtement bouge, parce qu'au fond, le vêtement, c'est une sculpture vivante. Il a un volume, une lumière, un mouvement. Bref, c'est de la matière en action. Et c'est ça, la beauté de cette relation. L'art donne des idées à la mode, et la mode donne vie à l'art. Alors on va commencer avec le mouvement de style et le modernisme. On est dans les années 60, les villes se modernisent, les femmes s'émancipent et la mode cherche un nouveau langage. Yves Saint Laurent, jeune couturier de 29 ans, veut rapprocher la haute couture de l'art et du quotidien. Cette année-là, il dévoile une collection inspirée d'un mouvement artistique des années 1910, de style, autour du peintre Mondrian. Mondrian cherchait à atteindre une forme d'harmonie universelle à travers les formes les plus simples possibles, des lignes noires, des rectangles parfaits et seulement 3 couleurs, le rouge, le bleu et le jaune. C'est un art presque spirituel, mathématique, où chaque ligne compte. Plutôt que d'en faire un simple motif, Yves Saint Laurent construit sa robe comme un tableau. Chaque couture prolonge une ligne noire et chaque panneau de tissu devient une couleur. La coupe est droite, stricte, sans fioriture, comme un hommage à la rigueur du peintre. Résultat, une peinture en mouvement, symbole d'une époque qui rêve d'équilibre et de modernité. Et le succès est immédiat parce que cette robe, c'est plus qu'une silhouette, c'est une idée. Elle symbolise une époque où la mode commence à dialoguer avec l'art, le design et la culture populaire. Et si elle a autant marqué, c'est qu'elle est simple, lisible et presque universelle comme les peintures de Mondrian. C'est une robe qui parle à tout le monde, même à ceux qui ne connaissent rien à la peinture. On passe maintenant au surréalisme. On remonte un peu dans le temps. 30 ans plus tôt, une autre créatrice avait déjà ouvert cette voie, Elsa Schiaparelli. Italienne installée à Paris, elle fonde sa maison en 1927 et devient en quelque sorte la rivale excentrique de Coco Chanel. Schiaparelli, c'est la mode qui provoque, qui ose et qui joue. Elle s'inspire du surréalisme, un mouvement artistique né dans les années 1920 autour d'André Breton. Les surréalistes veulent libérer l'imaginaire, célébrer les rêves et l'absurde. Parmi eux, Salvador Dali, roi des images étranges, et Jean Cocteau, poète et dessinateur aux lignes délicates. Avec Dali, Schiaparelli fait la célèbre Lobster Dress en 1937, une robe blanche sur laquelle Dali dessine un homard géant. C'est absurde, élégant, provocateur, typiquement surréaliste. Quelques mois plus tard, ils conçoivent le shoe hat, un chapeau en forme de chaussure renversée, une blague visuelle devenue une icône. Avec Cocteau, elle explore un surréalisme plus doux, des robes brodées de profils féminins, de visages entrelacés, de mains dessinées sur le buste, des vêtements qui jouent avec le regard et transforment le corps en illusion. Chez Schiaparelli, le vêtement n'est pas là pour plaire mais pour faire réfléchir. C'est une mode qui raconte des émotions, des idées, des rêves. C'est peut-être ça, sa modernité, avoir compris que le vêtement peut être une pensée à porter. Alors un autre courant, plus coloriste et musical, va littéralement se coudre au corps. Avec Schiaparelli et les surréalistes, la mode s'aventure du côté des rêves et de l'imaginaire, mais quelques années plus tôt déjà, une autre femme avait trouvé un moyen de faire dialoguer art et vêtements. On est au tout début du XXe siècle, les voitures viennent d'apparaître, la modernité fascine, et dans les ateliers d'artistes, le cubisme a le vent en poupe. Mais une artiste va s'en éloigner pour explorer autre chose, la couleur. Elle s'appelle Sonia Delaunay et avec son mari Robert Delaunay, elle crée un courant qui s'appelle le simultanéisme. Alors c'est une approche artistique qui repose sur l'idée que les couleurs, placées côte à côte, se répondent et se font vibrer mutuellement. Donc en 1913, elle crée ce qu'elle appelle la robe simultanée, une robe composée de larges bandes de soie et de velours coloré, cousues entre elles, et donc quand la mannequin bouge, les couleurs bougent, s'animent et se répondent. C'est littéralement une peinture en mouvement. Sonia Delaunay crée ensuite des tissus, des manteaux, des accessoires. Elle fonde un atelier textile, travaille avec des danseurs, des décorateurs, des architectes. Chez elle, tout est art. Pour elle, un motif de robe a autant de valeur qu'une toile. Elle ne hiérarchise pas les arts entre eux. Ses créations captent l'énergie du monde moderne, la lumière des villes, la vitesse, le bruit et le mouvement. Mais le monde ne cesse de s'accélérer. Les machines se multiplient, les moteurs grondent, les avions apparaissent et un nouveau mouvement apparaît,
le futurisme. En 1909, le poète Marinetti publiait son Manifeste du futurisme. Il y glorifie la vitesse, la modernité et la force. L'artiste Giacomo Balla, quant à lui, peint le mouvement et il imagine en 1914 un manifeste du vêtement masculin futuriste. Des habits asymétriques, colorés, faits pour bouger. Le vêtement devient un prolongement du progrès. Puis en 1920, l'artiste Tayat crée la tuta, une combinaison simple, pratique, diffusée en patron dans les journaux. Déjà la mode du futur, démocratique, fonctionnelle, optimiste. 40 ans plus tard, ce rêve de modernité revient avec la conquête spatiale. Les années 1960 voient naître le Space Age, l'esthétique des fusées, du métal, du blanc. André Courrèges imagine des robes géométriques, des bottes hautes, des visières, une mode futuriste, légère et technique. Paco Rabanne, lui, il remplace le tissu par des plaques d'aluminium, de plastique ou de métal. Le Space Age traduit un monde qui rêve de conquérir l'espace et de dépasser les limites du corps. Et derrière ces tenues presque mécaniques, il y a la même idée que chez les futuristes, habiller le mouvement et donner forme à l'avenir. On passe à l'art du street art et du graffiti. Cette fois, c'est la rue qui devient le nouveau terrain d'expression. Dans les années 1980, les rues se couvrent de graffitis, de couleurs et de messages politiques. Le street art naît dans la ville en réponse à la société de consommation, à la publicité et aux inégalités. Et très vite, il fascine la mode. Le plus emblématique de ce dialogue entre l'art et la mode est Keith Haring. Il peint des figures colorées directement sur les murs de New York. Puis il ouvre son pop shop, une boutique où il vend ses t-shirts et accessoires à petit prix. Son but, c'est de rendre l'art accessible à tous et de le sortir des galeries. Quelques années plus tard, c'est au tour des grandes maisons de s'emparer de cet imaginaire urbain. En 2001, Marc Jacobs, qui est alors directeur artistique de Louis Vuitton, collabore avec Stephen Sprouse. Résultat, le monogramme Louis Vuitton, des symboles du luxe le plus classique, est recouvert de graffitis fluorescents. Un choc visuel mais aussi culturel. La rue entre dans le luxe. Ce phénomène va s'amplifier. On a par exemple Louis Vuitton et Takashi Murakami, Supreme, Virgil Abloh. Les frontières entre art, streetwear et haute couture disparaissent complètement. Le message derrière tout ça, c'est que la culture visuelle contemporaine n'est plus hiérarchisée. Un graffiti, un logo, une robe haute couture, tout peut dialoguer et tout peut avoir du sens. Le vêtement est un média, une surface d'expression comme un mur ou une toile. Pour conclure, au fond, l'art et la mode, c'est la même quête. Donner une forme visible à notre époque. L'un s'expose, l'autre se porte. L'un fige le temps, l'autre le fait bouger. Et quand les deux se rencontrent, ça donne des créations qui dépassent les tendances parce qu'elles disent quelque chose de plus grand. La manière dont on rêve, dont on vit et dont on se montre au monde. C'est peut-être ça la plus belle chose entre ce dialogue, de l'art, la mode, la rue, les musées, que tout ça fasse partie d'une seule et même conversation. Une conversation vivante qui continue à chaque fois que l'on s'habille, on regarde ou que l'on crée.